En seulement 72 heures, 27 avions cargo C-17 Globemaster, 3 de l'armée de l'air des États-Unis, ont traversé les cieux de l'Ukraine. Pas sur des semaines, même pas des jours, mais 3 nuits intenses de débarquements incessants. Pour Moscou, c'était une attaque directe sur une région qu'ils pensaient intouchable. Pour l'Europe, un signal d'alarme rouge clignotant que la guerre est maintenant à la porte. Et pour le monde, c'était la preuve que cette guerre est loin d'être oubliée. Washington appelle cela de la logistique de routine, mais la rapidité, l'ampleur et le secret racontent une autre histoire. Qu'est-ce que les États-Unis ont exactement livré? Pourquoi cela a-t-il été fait discrètement? Et si cela signale un changement dans la guerre, à quoi le monde est-il sur le point de faire face? Découvrons la vérité. L'atterrissage invisible. Sous un ciel noir comme l'encre, sans journaliste à proximité et sans retransmission en direct, 27 avions de transport C-17 Globemaster 3 de l'United States Air Force ont atterri en Ukraine, l'un après l'autre, pendant 3 nuits consécutives. Il n'y avait pas d'équipe de presse, pas de discours flamboyant, juste le rugissement profond des moteurs, à réaction tranchant à travers une ferme silencieuse, et les lumières de la piste clignotante perçant à travers une épaisse brume. Alors que chaque avion massif s'arrêtait, sa rampe arrière s'ouvrait avec un sifflement. Le plancher de chargement en acier s'inclinait vers le bas et palette après palette roulait sur les camions à plateau, même pendant que les pilotes laissaient les moteurs tourner. Les chariots élévateurs se déplaçaient comme des ombres dans le noir, résonnant contre le métal froid. Chaque avion a terminé son largage complet en moins de 10 minutes, puis il était parti, décollant à nouveau avant que le soleil ne puisse se lever. Et au moment où le matin est arrivé, le ciel au-dessus de l'Ukraine était à nouveau calme. Mais rien dans cette opération n'était habituel. C'était un coup de poing donné rapidement et avec force dans un endroit où la Russie ne s'y attendait pas. Pour comprendre à quel point ce coup était puissant, décomposons les chiffres. Un seul C-17 peut transporter environ 170 900 livres de fret. Cela correspond à environ 85 tonnes courtes. Maintenant, multipliez cela par 27 avions. Cela fait plus de 2300 tonnes courtes d'équipement, de matériel et de fournitures. Pour faire simple, en seulement 72 heures, l'Ukraine a reçu plus de cargaisons que ce que le premier pont aérien américain vers Kiev avait livré en un mois entier en février 2022. Les observateurs de vols civils ont été les premiers à remarquer quelque chose d'étrange. Les sites de suivi se sont illuminés avec des trajectoires de vol montrant un groupe d'avions militaires utilisant chacun l'indicatif d'appel Reach, quittant la base aérienne de Ramstein en Allemagne et la station navale de Rota en Espagne. Mais juste au moment où ils approchaient des montagnes des Carpates, ils ont tous disparu du radar. Leurs transpondeurs ont été éteints. Environ 2 jours plus tard, ces mêmes indicatifs d'appel sont réapparus, se dirigeant vers l'ouest. Cela ressemblait à un schéma de navette à rotation rapide. Et le timing, il correspondait parfaitement à une brève pause suivie d'une reprise soudaine des livraisons de missiles Patriot que Washington avait annoncé le 9 juillet 2025. Pour les personnes qui suivent ce genre de vol pour le plaisir, il n'y avait aucun doute que quelque chose d'énorme et d'extrêmement urgent se dirigeait vers l'Est. Pourquoi toute cette urgence? Parce que les fournitures de guerre de la Russie s'épuisent rapidement. Un rapport de l'école d'économie de Kiev en juin a indiqué que les stocks de réserve de la Russie ont diminué de près de moitié depuis leur invasion. Cela est devenu si grave qu'ils remettent maintenant en service d'anciens chars T-54 des années 1950. Ils demandent même des munitions à d'autres pays. Des analystes de l'Institut royal des services unis disent que la Russie a déjà reçu jusqu'à 5,8 millions d'obus d'artillerie de la Corée du Nord. Cela représente une grande puissance de feu, mais cela montre également que le stock national de la Russie est presque épuisé.
Washington a vu une opportunité ici, livrer tout rapidement, avant que ces obus étrangers ne puissent atteindre les lignes de front. Mais ce n'était pas seulement une question d'armes. C'était aussi un coup psychologique. Pendant l'évacuation chaotique de Kaboul, en août 2021, tout le monde a vu les C-17 évacuer des gens en sécurité. Les équipes de presse étaient installées sur la piste d'atterrissage et chaque décollage devenait un événement mondial. Cette fois, le silence était la stratégie, volant de nuit, atterrissant sur des pistes cachées, partant avant que les satellites ne puissent se positionner. Cela a transformé tout le pont aérien en un message. Les États-Unis peuvent se présenter sur le champ de bataille plus rapidement que l'ennemi ne peut même en parler en ligne. Pour les commandants russes déjà inquiets à propos des drones qui voient à travers la fumée ou des missiles qui frappent au-delà de l'horizon, l'idée que 27 avions massifs pourraient se faufiler et décharger autant d'équipements sans se faire prendre suffisait à les secouer sérieusement. Tout cela, bien sûr, dépendait d'un seul avion, le C-17. Il a été utilisé pour la première fois en 1995 lors de la mission de l'OTAN en Bosnie, appelée Opération Effort Conjoint. Cet avion a été conçu pour ce genre de travail. Il peut atterrir sur des pistes en terre de seulement 3500 pieds de long, transporter un char Abrams M1 ou 18 palettes de fret, puis redécoller à environ 500 miles par heure. Son équipage de seulement 3 personnes peut le faire reculer sur la piste par ses propres moyens, le faire tourner sur place et fermer les portes en quelques minutes. C'est exactement pourquoi c'est l'avion de prédilection du commandement de la mobilité aérienne et pourquoi cette mission s'est déroulée comme sur des roulettes, même sur un champ ukrainien qui n'était pas indiqué sur les cartes publiques. Au sein de l'OTAN, les réactions ont été rapides. Les officiers à Bruxelles ont commencé à murmurer que cette opération discrète signifiait la fin de l'aide lente et hésitante. Si Washington pouvait envoyer 27 de ses avions à travers des cieux risqués sans avoir besoin d'escorte de chasseurs, alors il est clair que les anciennes règles étaient obsolètes. Pendant ce temps, certains analystes russes l'ont décrit au Financial Times comme une attaque furtive sur les zones arrières, admettant que les dépôts qu'ils considéraient auparavant comme sûrs ne se sentent plus intouchables. Pour les électeurs américains fatigués de l'impasse politique, les clips granuleux filmés sur des téléphones portables de ces grandes queues grises tranchant à travers le brouillard disaient ce que les communiqués de presse ne pouvaient pas. Quand les États-Unis veulent agir, cela peut bouger avec une vitesse époustouflante, mais le poids du cargo et les angles de caméra ne racontent que la moitié de l'histoire. Les experts militaires disent que la surprise elle-même est une arme. En évitant le battage médiatique et en faisant de ce pont aérien une opération secrète, les planificateurs américains ont transformé de simples caisses en jeux psychologiques. Maintenant, les unités russes n'ont aucune idée de ce qui pourrait apparaître ensuite ou où. Et les soldats ukrainiens, ils sentent quelque chose de réel les soutenir, car quand ces rampes se sont ouvertes, les promesses de Washington se sont transformées en acier et en roue. Ce genre de tactique a même un nom, manœuvre cognitive. Cela signifie forcer votre ennemi à se défendre partout à la fois parce qu'il ne sait pas où vous frapperez ensuite. Mais voici ce qui empêche vraiment Moscou de dormir la nuit. Ces avions ne transportent pas que des boîtes. Ils transportent souvent des choses comme des réservoirs de carburant géants, des tours radars mobiles et même les personnes qui les opèrent. Aucun responsable n'a dit qui, si quelqu'un, est descendu de ces rampes, mais les experts en logistique chevronnés reconnaissent le schéma. Lorsque vous atterrissez des C-17 en groupe, ce qui suit généralement est la mise en place rapide de stations de carburant, de tours de communication et de sécurité périmétrique. Et si cela s'est produit ici, si ces bandes ukrainiennes ont maintenant du béton frais et une infrastructure secrète comme le suggèrent les images satellites, alors la carte de cette guerre vient de changer pour de bon. Exactement 72 heures après que les premières roues ont touché le sol, le dernier jet a décollé et a disparu dans le ciel nocturne. À ce moment-là, chaque dernier morceau de cargaison avait disparu, les pistes d'atterrissage étaient camouflées et des drones espions russes tournaient autour des pistes vides.
Ce qui a suivi était un silence total. Pas de photos, pas de conférences de presse. Les commentateurs de la télévision russe étaient furieux, réclamant des réponses. Les journaux européens ont publié des gros titres comme « La nuit » ou « Le front a bougé ». De retour à Washington, un attaché de presse a essayé de minimiser la situation en la présentant comme une logistique de routine, mais personne à Kiev, Varsovie ou Berlin n'a cru cela un instant. Cela laisse une dernière question, celle qui résonne désormais dans toutes les salles de guerre de Moscou au Pentagone. Qu'y avait-il exactement à l'intérieur de ces caisses? Et quelqu'un est-il descendu de ces avions avec ça? À l'intérieur de la cargaison, personne à proximité de ces pistes d'atterrissage couvertes de brouillard ne pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur des C-17. Mais tout le monde était impatient de le découvrir. En quelques heures, des manifestes de cargaison divulgués ont commencé à circuler parmi les journalistes. Le contenu n'était pas seulement des fournitures, il s'agissait des outils d'une guerre moderne et technologique. Nous parlons de 30 missiles Patriot PAC-3, de plus de 8500 obus de 155 mm, de plus de 250 roquettes GMLRS et de 142 missiles AGM-14 Hellfire. Et tout cela a été chargé, débarqué et reparti avant le lever du soleil. Sur le papier, cela ne semble pas impressionnant, mais en réalité, c'était le groupe de puissance de feu américain le plus avancé jamais déployé directement sur un champ de bataille actif. Et oui, ces chiffres sont vraiment importants. Plus de 8000 obus d'artillerie suffisent pour qu'un bataillon ukrainien puisse tirer pendant presque 2 semaines complètes. En ce moment, leur taux moyen est d'environ 650 obus par jour, bien inférieur à celui de 2023, principalement parce qu'ils ont appris à frapper plus intelligemment, pas plus fort. Les roquettes GMLRS, par exemple, sont guidées par GPS et peuvent frapper une cible de 69 km à l'intérieur d'un cercle de 9 mètres. Juste quelques salves peuvent anéantir un dépôt de munitions russe sans qu'un seul soldat ne quitte son abri. Les missiles Patriot, désormais entièrement réapprovisionnés après avoir été rationnés, protègent le ciel après la massive vague de drones de janvier. Entre-temps, ces missiles Hellfire Compact tirés depuis des Mi-17 ou même depuis des camions offrent aux troupes ukrainiennes un sérieux coup de poing anti-char. Mais voici ce qui rend cet envoi différent. C'est ce qui n'est pas apparu sur les listes de gros titres. Cachés sous des bâches résistantes à la chaleur se trouvaient des obus M982 Excalibur Block Ib. Ce ne sont pas des obus d'artillerie ordinaires, ils sont guidés par laser et d'une précision mortelle. En Irak, les obus Excalibur ont atteint leur cible du premier coup 92% du temps et ont souvent atterri à environ 4 mètres de leur point de visée. L'Ukraine les utilise déjà et a constaté que la précision sauve des vies. Avec Excalibur, leurs artilleurs n'ont pas besoin de rester pour ajuster le tir. Ils tirent une fois et partent rapidement. Selon les analystes du Pentagone, ce type de précision a réduit les pertes ukrainiennes de dizaines de pourcents lors des duels d'artillerie et Kiev continue d'en demander davantage pour cette raison précise. Mais atteindre votre cible ne suffit pas si vous ne savez pas où elle se trouve. C'est pourquoi un lot de lanceurs de défense aérienne Iris-T SLS montés sur camion a été apporté. L'Allemagne a déjà envoyé 7 systèmes Iris-T complets à l'Ukraine. Ces systèmes combinent des lanceurs à moyenne et courte portée dans un réseau unique qui communique entre eux. Les camions à courte portée peuvent se cacher dans les forêts, lancer 2 missiles en moins de 4 secondes et disparaître avant que le radar russe ne sache qu'ils étaient là. Le pont aérien n'a pas seulement livré des missiles, il a apporté les yeux et les dents pour les chasser avec eux. Cela inclut les drones Phoenix Ghost, chacun pesant environ 100 livres et fabriqué par Avex Aerospace. Après un nouvel ordre du Pentagone en mars 2025, la production a rapidement augmenté. La dernière version, appelée le Dominator, peut voler jusqu'à 483 km et transporter une charge creuse de 17 kg. Ces drones sont parfaits pour traquer des cibles de grande valeur, comme les radars S-400 ou les bombardiers russes inactifs.
Les opérateurs de drones ukrainiens, dont beaucoup ont commencé avec des quadricoptères faits maison, appellent maintenant ces drones des marteaux silencieux, car ils tournent haut au-dessus des nuages, complètement invisibles, avant de plonger avec une force mortelle. Mais des boîtes seules ne peuvent pas mener une guerre. Vous avez besoin de personnes pour connecter tous ces systèmes ensemble. Et bien que les États-Unis n'en aient pas beaucoup parlé publiquement, de petites équipes de conseillers en opérations spéciales américaines se sont relayées en Ukraine depuis la fin de l'année dernière. Vous ne les verrez pas à la caméra, pas d'écusson d'unité, pas d'interview, mais ils sont là pour faire fonctionner le matériel. Ils apportent des radios cryptées, des routeurs de réseau et des clés logicielles sécurisées qui permettent à un opérateur de drone de guider un obus Excalibur en temps réel. Le Security Assistance Group Ukraine indique qu'aujourd'hui, 90% de la formation de base se déroule en Ukraine, dirigée par des instructeurs ukrainiens avec les États-Unis. Les équipes sont juste là pour certifier et aider à résoudre les problèmes. Cela garde tout rapide, local et directement lié à la ligne de front. Nous avons déjà vu comment cette nouvelle approche se déroule. Le 1er juin 2025, l'Ukraine a lancé l'opération Toile d'araignée. En utilisant des drones, des roquettes de précision et des indications satellites en parfaite synchronisation, ils ont neutralisé 3 sites de défense aérienne S-300 russes sans envoyer un seul avion de chasse au-delà de la ligne. Les journaux européens l'ont appelé une frappe fantôme car les équipages russes ne l'ont jamais vu venir. Les réseaux sociaux ont été inondés de photos de lanceurs brûlés, toujours pointés vers le ciel. L'opération a prouvé qu'avec le bon logiciel et la bonne coordination, une armée de taille moyenne peut neutraliser l'espace aérien d'une superpuissance, au moins pour une nuit. Pour Washington, c'était le signe le plus clair jusqu'à présent que leur stratégie de conseillers et d'algorithmes fonctionne réellement, et un indice de ce que cette dernière livraison de cargaison pourrait accomplir ensuite. Et ce pont aérien a même aidé avec des systèmes qui n'ont pas encore été engagés dans le combat. En Arizona, à la base aérienne Davis Mountain, d'anciens jets F-16 sont sortis de stockage et reconstruits avec de nouveaux radars, des systèmes électroniques refaits et des ailes flambant neuves. The War Zone a confirmé que les 2 premiers ont quitté le Boneyard en mai, se dirigeant vers un dépôt en Pologne. C'est là que les pilotes ukrainiens les rejoindront après la fin de leur formation. Le plan est de former une escadrille complète prête au combat d'ici début 2026. D'ici là, les pièces de ces avions restaurés maintiennent les F-16 donnés par l'Europe en état de marche et prêts, afin qu'aucun avion ne reste cloué au sol plus de 48 heures. Certains critiques soutiennent que l'envoi de technologies plus avancées ne fait qu'accélérer la spirale de la guerre. Et ce n'est pas faux. Chaque nouvelle batterie patriote oblige les avions russes à voler plus bas, les rendant vulnérables aux missiles portatifs. Chaque fois qu'Excalibur frappe, l'artillerie russe doit reculer davantage, perdant ainsi en précision. Et chaque lancement de Phoenix Ghost rend les opérateurs radars russes nerveux, les poussant à allumer leur système de suivi juste à temps pour que les roquettes GMLRS les trouvent. C'est un cercle vicieux. Plus le cycle tourne vite, plus il est facile pour quelqu'un de mal tirer ou de franchir une ligne invisible. Mais pour les soldats sur le terrain, le calcul est plus simple. Si un obus guidé peut détruire une menace en un seul coup, cela signifie moins d'obus de retour sur eux. Si un drone en vol stationnaire peut tomber directement dans la trappe d'un char, cela évite à toute une unité de risquer leur vie à pied. Et si un entrepreneur formé peut remplacer un émetteur Patriot grillé sur place, le ciel au-dessus d'Odessa reste sûr, même si les pièces de rechange sont à 600 miles de là. En seulement 3 nuits, l'Ukraine n'a pas seulement reçu des boîtes, elle a obtenu une mise à niveau total de son système. Des missiles, des obus intelligents, des drones, des lanceurs mobiles, des radios, des kits d'entraînement, des équipes de conseil, chacun agissant comme un nouveau logiciel. Travailler ensemble pour que l'armée ukrainienne combatte plus vite, plus intelligemment et soit plus connectée. Ce que nous ne savons pas encore, c'est comment la Russie essaiera de bloquer ce système ou jusqu'où les États-Unis est prêt à faire tout ce qu'il faut pour le garder en état de marche. La cargaison était réelle, la puissance de feu indéniable. Mais où tout cela a-t-il atterri?
Piste d'atterrissage dans le brouillard. Personne n'a vu un seul avion sur le radar civil. Pourtant, juste 3 jours après le pont aérien américain, des signes de l'endroit où ces C-17 ont atterri ont commencé à apparaître. Des observateurs de satellites fouillant dans les images Sentinelle-2 ont remarqué quelque chose d'inhabituel. 2 pistes d'atterrissage tranquilles en Ukraine montraient soudain des signes d'activité. L'un était à seulement 9 miles à l'ouest de la base aérienne de Poltava. L'autre se trouvait à la périphérie de Vinnytsia. Les deux avaient de nouvelles dalles de béton, des réservoirs de carburant JP-89 et des tours de contrôle mobile cachés sous un filet suffisamment grand pour couvrir la queue d'un Globemaster. Ces photos ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Les C-17 de tout à l'heure n'ont pas atterri dans les aéroports principaux. Ils ont utilisé un réseau caché de pistes éloignées, construit pour une seule raison: garder les armes, le carburant et les personnes en mouvement rapide, même lorsque la Russie pensait avoir cartographié tous les itinéraires. Construire quelque chose comme ça pendant une guerre active n'est pas improvisé. L'OTAN a le plan depuis des décennies. Ils appellent ces centres de construction rapide des points avancés de ravitaillement et de réarmement ou AFAR. Une étude de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 2024 a montré que lorsque les avions de combat opèrent à partir de ces bases mobiles, ils peuvent réduire leur temps de rotation de moitié, car tout ce dont ils ont besoin, le carburant, les bombes, les données, est déjà là, emballé dans des boîtes modulaires. L'Ukraine a repris ce même plan et l'a réécrit pour les missions de fret. Un C-17 atterrit, dépose des palettes de carburant, de radars et de chariots élévateurs, puis redécolle. Mais ce qu'il laisse derrière lui, c'est une microbase pleinement opérationnelle. Reliez-en 3 ou 4 de ceux-là, et vous aurez une colonne vertébrale logistique mobile qui peut croître, se plier ou disparaître selon où la ligne de front se déplace. Mais la vitesse ne suffit pas si vous ne pouvez pas protéger ce que vous construisez. C'est pourquoi chaque nœud de ce réseau en expansion a des couches de défense. L'anneau extérieur comprend des systèmes NASAM de Norvège, maintenant synchronisés avec les propres radars de l'Ukraine grâce à un nouveau centre de commandement dévoilé en juin. À l'intérieur de ces cercles, il y a des lanceurs Iris-T opérés par des Ukrainiens et même des hybrides personnalisés, des montures de canons de l'ère soviétique équipées de systèmes de suivi occidentaux. Les analystes en source ouverte ont surnommé l'un d'eux le Raven après qu'une vidéo de test a fuité en mai. Ce qui les relie tous ensemble est un lien de données partagé. Donc, si un drone passe à travers un système à 3 miles, il apparaît instantanément sur un écran différent à 32 km de distance, donnant à une autre batterie un tir clair avant que ce drone ne s'approche. Si quelque chose passe, le renfort arrive rapidement. Les États-Unis. La 173e brigade aéroportée basée à Vicence, en Italie, est l'unité de réponse rapide désignée par l'OTAN, prête en 15 heures. Lors d'un exercice appelé Swift Response 25 en Lituanie, des parachutistes américains ont été vus s'entraîner aux côtés d'éclaireurs ukrainiens, pratiquant des tactiques d'embuscade avec des drones FPV. Ces équipes de réaction rapide effectuent maintenant des déploiements de gardiens d'1 mois dans les nouveaux hubs. Elles sont équipées de suffisamment de troupes et de camions blindés pour sécuriser un site de crash ou repousser un raid surprise des Spetsnaz, gagnant du temps pendant que le commandement décide de la prochaine étape. Les calculs derrière ce dispositif sont impitoyables, mais ils fonctionnent. Un rapport sur la mobilité du Pentagone de mai 2025 a montré que transporter du matériel de la frontière polonaise à la ligne de front par rail prend environ 48 heures, et cela sans attaque de drones sur les ponts. Mais un C-17 atterrissant sur le site de Vinnytsia peut avoir sa cargaison dans les mains d'une unité d'artillerie dès le lendemain soir. Ce temps gagné signifie un réapprovisionnement plus rapide, une évacuation médicale plus rapide et plus d'impact sur le champ de bataille. Même les initiés de l'OTAN, qui sont nerveux à l'idée d'aller trop loin, admettent que l'efficacité est difficile à contester. Garder tout cela sous le radar est une bataille en soi. Lors des exercices aux Philippines en 2024, les Marines américains ont testé un nouvel outil, une tablette qui affiche chaque radio, radar et brouilleur comme une aura colorée à l'écran. Si quelqu'un émet un signal trop fort, l'opérateur peut le repérer instantanément et le réduire ou changer de fréquence.
Selon des sources à Kiev, ce logiciel exact fonctionne maintenant sur des tablettes Android robustes réparties le long de la colonne vertébrale logistique. Si un avion espion russe commence à chercher des signaux électroniques, ces appareils peuvent détecter l'augmentation avant qu'un grand radar ne la capte et tout couper avant d'être détecté. Mais tout cela, les nouvelles pistes, les réservoirs de carburant, les systèmes radars, cela ne concerne pas seulement la tactique. C'est une question de stratégie. Chaque nouveau centre éloigne l'Ukraine d'un pays qui reçoit de l'aide et la rapproche d'un pays qui lance ses propres opérations. Si la Russie frappe l'un de ces sites, elle admet que cela compte. Ce qui signifie que l'Ukraine la reconstruira et que les États-Unis pourraient la défendre. Mais s'ils l'ignorent, alors l'Ukraine continue de gagner du terrain. Dans tous les cas, le coût d'ignorer l'axe logistique continue d'augmenter. Les médias russes ont déjà qualifié le système de dague américaine, mais leurs généraux comprennent le véritable problème. Ils doivent maintenant étendre leur couverture de missiles, non seulement sur les grandes villes comme Kiev, Lviv et Odessa, mais aussi sur des dizaines de pistes cachées qui s'étendent du fleuve Dniepr aux forêts du sud. Cette extension réduit leur puissance de feu et donne à l'Ukraine plus de latitude pour planifier. Pour les logisticiens ukrainiens, les personnes qui maintiennent l'armée en mouvement, c'est un changement de donne. Avant, remplacer un moteur de HIMARS signifiait l'envoyer dans un long et dangereux voyage à travers la frontière et en retour. Maintenant, ils peuvent retirer la pièce d'une palette de ces 17 et l'installer en moins d'une heure. Les équipes médicales voient le même changement. Les hôpitaux de campagne, qui mettaient autrefois des jours à atteindre, peuvent maintenant voler et commencer à traiter les soldats dans l'heure dorée, la fenêtre critique, où les vies sont le plus souvent sauvées. Certains critiques s'inquiètent que chaque nouvelle dalle de béton entraîne les États-Unis plus profondément dans la guerre. Les partisans soutiennent le contraire, affirmant que tout ce système est conçu pour éviter un combat direct. Ça se répand, reste caché et maintient l'Ukraine dans le combat sans forcer l'OTAN à un affrontement spectaculaire. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. L'hypothèse de la Russie selon laquelle les États-Unis ne planteraient jamais d'infrastructures physiques en Ukraine, c'est fini. Pourtant, malgré tout son impact, toute cette colonne avancée existe à peine sur le papier. La plupart des cartes ne la montreront pas. Les conduites de carburant disparaissent sous le couvert des arbres. Les tours radars se fondent sous les filets de camouflage. Les queues des avions se confondent avec les terres agricoles. La discipline radio garde les ondes silencieuses à moins qu'une menace ne se présente. Sa meilleure défense est le doute. Un planificateur russe, regardant un champ ouvert, ne sait pas s'il est vide ou s'il y a une batterie de missiles cachée derrière cette crête, prête à attendre le moindre mouvement dans le ciel. Au moment où les satellites aperçoivent un nouveau béton, il est généralement trop tard. Ce hub a déjà servi à son objectif et peut-être réapparu 2 vallées plus loin. Cette agilité en fait plus qu'un simple système logistique. C'est un bouclier en mouvement. Et avec chaque kilomètre parcouru vers l'est, la zone de sécurité de la Russie se rétrécit et l'espace de manœuvre de l'Ukraine s'agrandit. C'est la révolution silencieuse qui se déroule en ce moment et cela prépare le terrain pour le changement final que nous explorerons ensuite. Le point de non-retour. Washington continue de dire que les États-Unis ne sont pas en guerre, ils aident juste un ami à se défendre. Mais ce qui se passe sur le champ de bataille raconte une histoire très différente. Ce n'est plus un soutien lointain. C'est quelque chose de beaucoup plus connecté et impliqué. Lorsque les systèmes américains trouvent une cible et que les équipes ukrainiennes la frappent quelques secondes plus tard, cela ne ressemble pas à un conseil. Cela donne l'impression d'une opération commune. Non, il n'y a pas de troupes de combat américaines en première ligne et les responsables nient toujours toute implication directe. Mais plus on regarde en profondeur, plus il devient évident que cela va bien au-delà des caisses d'armes et des mots polis. Les outils qui arrivent, les liaisons de données, les radios sécurisées et les logiciels de ciblage brouillent la ligne entre offrir de l'aide et participer réellement au combat. Et chaque fois que ces outils fonctionnent, Washington s'enfonce un peu plus dans la chaleur. C'est pourquoi différents gouvernements réagissent de manière très différente.
À Berlin et à Londres, le message est clair. Continuez à armer l'Ukraine et ne relâchez pas la pression sur Moscou. L'Allemagne vient de faire quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a stationné une brigade de combat permanente en Lituanie pour renforcer le flanc est de l'OTAN. Le chancelier Friedrich Merz a également soutenu le droit de l'Ukraine de frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie et a promis d'augmenter les dépenses de défense pour s'aligner. Le Royaume-Uni pousse également fort, s'associant avec l'Allemagne pour envoyer plus de missiles de défense aérienne à Kiev et exhortant les autres alliés à accélérer les livraisons. Mais en France, l'ambiance est plus prudente. Le président Emmanuel Macron continue d'avertir qu'un faux pas pourrait déclencher une guerre plus large. Il soutient toujours l'Ukraine, mais il essaie aussi de laisser la porte ouverte à la diplomatie, même s'il accepte une action plus forte. Donc sur le papier, l'OTAN est unie, mais on peut sentir la tension. Certains pays pensent que l'escalade effraiera la Russie. D'autres craignent que cela ne fasse le contraire. Aux Nations Unies, ce fossé devient une impasse. Le Conseil de sécurité continue de se réunir, les arguments s'enflamment, et puis rien ne se fait. La Russie utilise son veto à chaque fois pour bloquer toute résolution concernant la guerre, ce qui pousse tout vers l'Assemblée générale où les discours s'accumulent mais n'ont aucun réel pouvoir. Des pays comme le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui ont essayé de rester neutres, avertissent maintenant ouvertement que transformer les zones de combat en base de lancement pourrait se retourner contre eux. Mais ils ne peuvent rien faire tenir sans le Conseil de sécurité. Donc le résultat est que des paroles et pas d'action. Pendant ce temps, Moscou n'attend pas la permission. La Russie a redoublé d'efforts sur les drones, en les fabriquant chez elle et en important des modèles d'Iran. Les enquêtes montrent que des experts iraniens aident à mettre en place la production locale en Russie, et les résultats sont visibles chaque nuit dans le ciel de l'Ukraine. En même temps, les gouvernements européens signalent une augmentation des cyberattaques, du brouillage GPS et des tentatives de sabotage, toutes des tactiques destinées à perturber les alliés de l'Ukraine sans franchir les lignes rouges de l'OTAN. C'est ainsi que la Russie riposte par des frappes numériques déniables et des essaims de drones, et non par des colonnes de chars. Et tandis que tout cela se déroule, l'OTAN elle-même avance vers l'avant. La dissuasion n'est plus seulement une politique, c'est une ligne physique qui se déplace vers l'Est. Le déploiement de l'Allemagne en Lituanie en est un exemple. Ainsi sont les nouveaux systèmes de missiles à longue portée et de défense aérienne à travers l'Europe. La Russie considère déjà les systèmes de missiles américains prévus pour l'Allemagne comme une menace directe. La Suède et la Finlande sont désormais membres à part entière de l'OTAN et effectuent des missions conjointes au-dessus de la mer Baltique. Le coin nord-ouest de la Russie, autrefois plus isolé, est maintenant entouré par un réseau aérien croissant. Les budgets augmentent également. Plus de la moitié des membres de l'OTAN ont atteint ou dépassé l'objectif de 2% du PIB pour les dépenses de défense et maintenant on parle d'élever encore plus la barre et d'intégrer le soutien à l'Ukraine dans le plan à long terme. Ce ne sont pas des mesures à court terme. Une fois que les troupes sont en place, que l'argent est alloué et que les usines fonctionnent, l'Alliance ne va pas se retirer facilement. Il y a aussi une course à l'approvisionnement qui se déroule en coulisses. Les États-Unis et leurs alliés européens travaillent rapidement pour fournir à l'Ukraine suffisamment de missiles et d'armes de haute technologie, et ils trouvent même de nouvelles façons de payer pour que rien ne soit retardé. Pendant ce temps, la Corée du Nord est désormais l'un des plus grands fournisseurs de la Russie, envoyant des millions d'obus d'artillerie pour compenser ce que la Russie ne peut pas produire par elle-même. Alors que l'Ukraine se prépare à commencer à piloter des avions de chasse occidentaux dans les mois à venir, la Russie crée une toute nouvelle branche militaire axée uniquement sur les drones et augmente la production. Il est clair que les deux côtés se préparent pour une guerre prolongée, pas seulement pour la prochaine bataille. Le vrai danger réside là où toutes ces choses commencent à se chevaucher. En ce moment, il y a 3 grands points de tension qui maintiennent l'OTAN en alerte. Premièrement, les attaques en Crimée, notamment sur des sites que la Russie juge extrêmement importants, pourraient entraîner une réponse soudaine et sévère. Deuxièmement,
les frappes de missiles à longue portée plus profondes en territoire russe sont de plus en plus fréquentes, et chacune augmente le risque de représailles en retour. Troisièmement, si la Russie frappait un jour une route d'approvisionnement ou une base à l'intérieur de l'Ukraine clairement liée à l'Ouest, les dirigeants de l'OTAN auraient que quelques heures pour décider comment réagir. Rien de tout cela n'est écrit dans un traité. Ce sont des lignes politiques, pas légales, et les lignes politiques peuvent changer à tout moment. Alors, voici la contradiction. L'Occident continue de dire qu'il n'est pas directement impliqué dans la guerre, et légalement, c'est encore vrai. Mais la réalité quotidienne est bien différente. Les budgets militaires augmentent. Les usines de drones fonctionnent sans arrêt. De nouvelles unités et armes sont déjà installées plus près de la Russie que jamais dans un passé récent. L'Europe n'a pas été aussi prête pour la guerre depuis des décennies. La Russie considère cela comme une menace. De nombreux gouvernements européens l'appellent de la protection. Et maintenant, nous sommes confrontés à la question la plus difficile. La diplomatie peut-elle aller plus vite que toutes les armes, troupes et usines qui se répandent actuellement à travers l'Europe? Si la réponse est oui, cela pourrait se terminer par un accord qui empêche la ligne de front de bouger et évite quelque chose de pire. Mais si la réponse est non, alors le véritable avertissement pourrait ne pas venir dans un gros titre. C'est peut-être les sons silencieux que nous ne remarquons pas. Le bourdonnement des drones dans le noir, le ronronnement des usines d'armement modernes, des signaux qu'un événement bien plus grand est déjà en route. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.